Bonjour Magosa. Bonjour. Alors, tu m'avais demandé à un certain moment pour être prêt, donc je voudrais juste m'assurer que ça y est, tu l'es. Ouais, je t'écoute. Alors, quand on avait parlé la dernière fois, toi et moi, tu me faisais part de ton doute que Goma soit pris. Tu disais qu'on n'en était pas certain. Tu m'as dit que tu attendais de voir midi parce qu'il y allait avoir une réaction ce jour-là à midi. Je crois qu'on avait parlé, c'était le lundi même. Très bien. Et ensuite, on a eu une succession d'événements qui se sont passés. Ce que je reprochais au gouvernement, et particulièrement au président Tshisekedi, de ne pas avoir pris la parole pour constater au moins ce qu'avait fait le Rwanda, pour rassurer la population et peut-être de revenir plus tard pour dire qu'est-ce qu'il allait faire par rapport à ça. Apparemment, il est resté dans le silence pendant 4 jours. Et moi, selon moi, son discours tombe complètement à l'eau parce que dans son discours, il déclare pas la guerre et il vient déclarer qu'on va mettre en place des mesures d'urgence. Alors que je ne sais pas pourquoi tu vas mettre des mesures d'urgence pour ton pays. Alors que comme beaucoup de gens qui le défendent maintenant, ils disent que cette situation, ce n'est pas lui qui l'a créée, il l'a hérité. Mais moi j'ai dit, si justement vous pensez que Tshisekedi a hérité de cette situation, vous ne le défendez pas, ce que vous faites, c'est que vous l'enfoncez. Parce que si en arrivant au pouvoir, il savait cela, normalement, la situation ne peut pas être celle-ci. Et il ne peut pas tenir ce genre de discours-là. Parce que ce n'est pas à un moment aussi grave que tu viens de tenir un discours disant qu'on va mettre les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence auraient déjà dû être prévues et auraient dû se déclencher automatiquement quand la situation a commencé à s'envenimer. Ce n'est pas en restant muet pendant 4 jours ou je ne sais pas 3 jours, le président de la République vient pour nous dire que nous allons prendre des mesures d'urgence. C'est en ce moment-là que nous allons commencer à réduire le budget de l'État pour prioriser le budget de l'armée. Des mesures qui auraient déjà dû être prises. Donc, moi, stupéfait, je suis là, je constate. Et le pire, c'est que le lendemain, on vient de me dire que je suis en retard par rapport au discours de Tshisekedi, qu'on a déclaré la guerre. Je dis, mais attends, pour déclarer la guerre, il y a toute une procédure que même lui-même Tshisekedi avait précisée avant la situation soit celle-là. Pendant son allocution, il n'a pas dit que ces mesures-là ont été prises. Il n'a pas rassemblé le Congrès, il n'a pas l'autorisation du Congrès, lui-même n'a pas déclaré la guerre. Alors comment est-ce que son ministre de la Défense, qui n'est pas un plénipotentiaire, pourrait déclarer la guerre? En ce moment-là, je n'avais pas encore vu le discours du ministre de la Défense. Alors, quand j'ai vu le discours du ministre de la Défense, alors là, je ne sais pas si toi, tu étais aussi circonspect que moi de constater son discours, parce que moi, quand j'ai fait l'analyse de son discours, je ne savais même pas que c'était un plagiat de plusieurs discours. J'ai juste dit que, j'ai juste dit qu'en tant que ministre de la Défense, sachant que notre langue officielle, c'est le français, mais la langue la plus parlée, c'est le lingala, tu ne peux pas, face à une population dont on sait qu'elle n'a pas le niveau des agrégés en littérature, prendre un discours conçu de cette manière et venir le jeter sur la population et sur l'armée. Je finis ma critique et tout ça, je finis mon analyse et après je découvre que c'est un bride du discours de Churchill, c'est un bride du discours de Macron, c'est un bride du discours de je sais pas quoi. Et là, je me suis dit, on est vraiment là dans le n'importe quoi. La communication du président, c'est une catastrophe. La communication du ministre de la Défense, c'est une catastrophe. Les mesures qu'ils annoncent, je ne sais pas en quoi ça permet au pays de retrouver le sentiment de l'unité contre le M23. Bien que moi, je souhaite que l'unité soit, et je suis super heureux de la réaction de la population par rapport à ce que le gouvernement est en train de montrer. Le gouvernement est en train de montrer une incapacité à gérer la situation, tandis que nous avons la population qui montre une unité qui est surprenante. Ensuite, les choses se passent, on constate tout ce qu'on constate. Hier, à ma grande stupéfaction, ce que je craignais, c'est ce qui est en train de se passer. On commence à montrer des images de Goma qui est en train de s'apaiser, qui reprend les activités, et Corneille Nangaa est applaudi dans les rues de Goma.
Et à cela, des Congolais viennent me dire que je fais la promotion du M23, que Goma n'est pas totalement pris, qu'il y a des quartiers de Goma qui sont pas encore pris. Moi, je leur ai dit, vous ne pouvez pas, dans une phase où on est en guerre de communication, que déclarer des choses et ne pas montrer les choses. Le M23 ne communique pas beaucoup, mais le M23 montre des choses. Vous aviez déjà cette stratégie de communication de vous muer dans le silence et de croire que vous allez résoudre la situation. Or, le M23 maintenant est devenu visible et audible dans le fracas du bruit, et maintenant c'est le M23 qui est en train d'apaiser Goma. Pensez-vous que vous n'êtes pas en train de perdre? Et surtout, quand l'armée, et si jamais l'armée fait comme le président Tshisekedi dit et qu'ils vont faire une riposte, quand ils vont arriver dans Goma, si Goma est apaisé, si Goma a pansé ses plaies, comme le présentent certains médias occidentaux, est-ce que l'armée congolaise sera encore considérée comme des libérateurs? Parce que si ces gens-là retrouvent la tranquillité qu'ils n'ont pas eue pendant des années, voudront-ils encore subir des combats pour de l'armée congolaise? C'est tout ça, c'est des questions qui se posent. Et donc moi, par rapport à ce medley d'événements, étant donné que je n'ai pas pu avoir Madame Elika, je n'ai pas pu avoir Monsieur Patrick Mbeko, je voudrais avoir ton sentiment à toi parce que j'ai vu que de ton côté, toi, tu as été assez actif, tu as suivi ça. Et donc, j'aimerais, par rapport à tous les événements que moi, j'ai expliqué de mon côté, et c'est que toi, tu as vécu, tu me dises maintenant, toi, quel est ton sentiment, quel est le bilan, non seulement de l'action du gouvernement, de ce que tu penses de la population et de cette guerre de communication qui, à mon sens, est en train d'être perdue par le gouvernement congolais. Après, je pense que Goma est tombé, donc j'avais dit qu'on ne défend pas dans l'objectif. Goma est déjà tombé. Après, les populations, ils applaudissent parce que quand des rebelles arrivent, on ne sait pas quelle posture adopter. Donc, c'est pas, ils sont contents d'avoir Nanga Goma. C'est juste qu'ils ne savent pas comment réagir parce que si vous êtes hostile, il va y avoir des exactions. Nous, on l'a vécu en 97 à Kinshasa. Donc, après, je pense simplement que le ministre de la Défense a fait un peu bien de 3 discours, Eisenhower, Churchill et Macron. Après, ils ont fait une erreur. Quand les Congolais l'ont relevé, ils ont fait un correctif, mais dans le correctif, ils ont écrit William Churchill. William Churchill n'existe pas. Donc bref, c'est Winston. En fait, on est dirigé par des gens qui ne maîtrisent ni la géopolitique, ni la géostratégie. Et au niveau de la communication, ne sont pas assez efficaces parce que couper les réseaux sociaux, c'est contre-productif parce que de l'autre côté, ils sont très actifs sur les réseaux et ils diffusent des informations qui sont fausses pour pouvoir vendre leur narration. Après, le président, il aurait dû déclarer la guerre. Il n'a pas fait parce que je pense qu'il est lié en fait. C'est comme ça que je disais à la marche de samedi que les élites ont trahi Goma, ils ont trahi le Congolais. Maintenant, les Congolais ne sont pas si unis que ça, en fait. C'est juste en surface, parce qu'il y a encore des blessures internes. Il y a l'élection avec le pouvoir et le pouvoir Louba, les candidats de l'étranger, vous n'êtes pas chez vous, alors qu'on était tous entre Congolais. Et après, il y a aussi beaucoup de problèmes d'antivaleurs. On a insulté Mukwege. Donc, bref, en fait, il y a des blessures qui n'ont pas été guéries. En fait, le président, il aurait dû faire un discours fédérateur. Il aurait peut-être dû dire, je reconnais avoir fait des erreurs et que j'ai besoin que toute la population soit derrière moi pour qu'on puisse avancer, de façon à créer la cohésion nationale. Ça n'a pas été fait. Après, je pense que aujourd'hui, on est dans une situation assez difficile parce qu'il y a un conflit régional. Il y a un conflit qui risque d'impliquer le Rwanda, l'Ouganda face à l'Afrique du Sud, Zimbabwe, l'Angola et le Congo. Et ça permet aussi à Kagame de justifier sa présence parce que les Congolais, en affichant des vidéos en disant qu'ils étaient à Gisenyi, c'est contre-productif. Ça veut dire que si vous êtes à Gisenyi, le Rwanda a le droit d'être chez vous. Au niveau diplomatique, on n'arrive pas parce que la ministre des Affaires étrangères est allée faire un discours à l'ONU. Et à la fin, elle a terminé en disant si vous ne sanctionnez pas, la rue s'en chargera. On a vu ce que la rue a fait à Kinshasa. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était pas tolérable. C'est là où je dis, en fait, il fallait attendre. Moi, je voulais attendre pour Goma, mais moi, je savais que c'était déjà tombé. Mais après, il y a ce contrôle de l'information du côté du gouvernement qui n'aide pas les Congolais à défendre le pays au niveau des réseaux sociaux, qui est la guerre médiatique.
C'est comme ça que je dis, en fait, à un moment donné, il y a eu trop d'accords en allant à l'IAC qui n'ont pas été respectés. On est parti de l'IAC à la SADC, SADC-IAC, finalement. Le positionnement du Congo n'est pas très lisible au niveau de la région, au niveau continental et au niveau international, en fait. Ils n'arrivent pas à nous lire, en fait. C'est là où je dis à Luanda, quand ils ont reconnu que le M23 était un mouvement congolais, de facto, ça change la narration parce qu'on va nous dire, vous vous battez entre Congolais, pourquoi vous parlez du Rwanda? Maintenant, le Rwanda, en entrant chez nous, c'était un motif pour aller en guerre. Mais si nous, on manque des images où nous, on est à Gisenyi, ça implique que le Rwanda est dans sa légitimité d'intervenir. C'est là où je dis, en fait, on n'a pas les bons acteurs pour pouvoir gérer la diplomatie et la communication de crise. De plus, on n'a pas fermé les frontières, rompu les relations diplomatiques, alors que la société civile l'avait dénoncé depuis la prise de Bunagana. Quand ils ont dénoncé ça, ils avaient été arrêtés, en fait. Alors qu'ils étaient juste en train de lancer l'alerte en disant Bunagana, c'est aussi important que Goma, que Rutshuru, que Masisi, que Sake et que Minova. Pourquoi le Congolais attend toujours que Goma soit en difficulté pour pouvoir commencer à réagir? Après, je pense que la lecture des événements est mieux comprise par la société civile que les acteurs qui sont en train d'animer la politique du Congo actuellement. Parce que chaque décision prise implique encore plus et prouve que les autorités sont liées, parce que déclarer la guerre, c'est ce qu'il y a de plus normal. Mais ils n'arrivent pas à le faire et on nous dit toujours on est en train de récupérer. Sauf que là, selon les dernières informations, la nouvelle cible, ce sera Bukavu. Et là, le M23, ils ont demandé un cessez-le-feu, mais c'est une diversion parce qu'ils sont déjà apparemment à Kavouma, qui est à 15 ou 20 km de Bukavu. Donc, en gros, ils sont en train de gagner du temps, mais ils ont déjà quasi la totalité du Nord Kivu. Donc, en gros, ils sont en train de réaliser leur programme, leur projet de balkanisation. Maintenant, les élites congolaises sont compromis forcément, parce qu'il y a des actions où le Congolais, quand c'est des moments très importants, les autorités sont souvent en déplacement, ils sont souvent ailleurs. Donc, il y a eu un moment où je pense que il y avait une ville qui est tombée, le président était au Qatar en train de regarder un match de foot. Quand il y a une autre ville qui est tombée, il y avait le tournoi de foot avec le Variété Club France à Kinshasa. La population congolaise n'est pas assez instruite. Elle n'arrive pas à lire entre les lignes, en fait. C'est là où je dis, en fait, ils ont détruit le système scolaire congolais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'esprit critique, on l'a pas, en fait. On n'arrive pas à avoir l'ouverture de se dire, je sais pas, peut-être que Hertz pense différemment de Magusa, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes infos. Ils n'ont pas les mêmes réalités, ils n'ont pas la même lecture géostratégique ou géopolitique. Aujourd'hui, il faudra faire des choix, il faudra aller vers la Russie. J'ai vu une note circuler ce matin qui disait qu'il y a un partenariat qui devrait se faire avec la Russie. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de démenti du côté du gouvernement. On espère qu'ils vont aller là-bas et revoir le protocole de l'Obito de façon à pouvoir réinstaller un rapport de force et cette fois-ci essayer de gagner du temps pour pouvoir réorganiser l'armée, parce qu'on n'a pas besoin d'être défendu par des forces étrangères. Parce que quand on ramène les Sud-Africains, les Zimbabwéens ou les Angolais, quel est le message qu'on passe à l'armée congolaise? On passe un message comme quoi on ne compte pas sur l'armée et ça crée aussi des tensions au sein de l'armée. C'est comme ça que je dis, en fait, l'histoire de l'armée, c'est qu'on n'a pas fait de recensement de la population ni de l'armée, comme on l'avait demandé par la société civile pendant les élections, parce qu'on ne pouvait pas aller dans des élections sans avoir fait de recensement. Donc c'est là où je dis, en fait, on vit un peu ce qu'on mérite parce que on n'a pas fait les choses de façon correcte. On est allé dans le désordre et on a cru que dans le désordre, on pouvait faire des choses. Maintenant, aujourd'hui, je pense que le président va devoir aller renégocier parce que là, il est avec la chute de Goma. Il est en difficulté, en fait. Si Bukavu venait à tomber, ça serait encore un coup pour le Congo. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Congolais, on doit apprendre à faire des débats contradictoires en acceptant que chacun n'a pas le même avis, en essayant de comprendre pourquoi ils pensent pareil. Après, la population, dans sa globalité, ne soutient pas Nanga. C'est en train juste de jouer le jeu de... Lorsque des villes tombent, en fait, ils doivent adapter un comportement pour ne pas subir des exactions, en fait. C'est là où je disais à un ami de ne pas être trop exigeant avec eux.
Parce qu'ils n'avaient pas vécu des entrées de rébellion. Nous, on a vécu ça en 97. Les Kadogo, il fallait essayer d'être très stratège avec eux parce qu'ils étaient très, très bizarres. Ils étaient violents, ils tuaient des gens parce qu'il y avait des désaccords. Et on n'avait pas la même façon de voir le monde. C'est là où je dis, en fait, on est face à une réalité assez difficile. Parce qu'au niveau diplomatique, les autres aussi commencent à penser un peu à la possibilité de faire comme au Gabon. Pour pouvoir faire comme le Brice Nguema au Gabon, pour pouvoir reprendre un peu le contrôle avec un candidat en faveur de l'Europe. Mais là aussi, cette velléité de la population qui est en train de pousser quand même ceux qui dirigent à pouvoir prendre des décisions favorables parce que pour l'instant, tout ce qui a été fait n'est pas dans le sens de la population. C'est à peu près ça. Après, je ne sais pas si tu as des questions. Alors, moi, je t'ai écouté. Par rapport à la population, moi, j'ai fait une vidéo où j'ai montré les images de Goma. Et je fais cette vidéo en disant que ici, nous assistons aux narratives mises en place par le M23. Et moi, je suis content de parler avec toi parce qu'à chaque fois, j'apprends une petite chose. Donc, tu as dit le protocole de Luanda a fait en sorte que le gouvernement congolais a reconnu que les M23, c'était des Congolais. C'est ça? Non, c'est pas le protocole. C'est lorsqu'ils sont allés négocier pour les accords de Luanda. On posera la question aux autorités congolaises qui sont les M23. Et ils ont répondu qu'ils sont Congolais. Alors que c'est des Rwandais, c'est pas des Congolais. Voilà. Ça, c'est des déclarations qui montrent notre stupidité. Ouais, ça montre. C'est pas, je pense que c'est de l'ignorance en fait, parce que le ministre de la Communication, Mouya, a déclaré que le Kinyarwanda est une langue congolaise. C'est faux. Et il a justifié ça en disant à Masisi, il parle le Kinyarwanda. Mais non. Mais ça veut rien dire. Masisi, c'est des populations Tutsi qui sont arrivées là-bas, qui ont commis des exactions pour pouvoir devenir majoritaires dans la région. Ils parlent la langue des Rwandais, mais ils parlent ça au Congo. Ça ne veut pas dire que c'est une langue congolaise. C'est là où je dis le ministre, si le ministre arrive à dire ce genre de choses, du coup, Nanga aussi, quand il arrive là-bas, il dit que le Kinyarwanda est parlé à Masisi, à Ocho. Donc, en fait, on ne sait pas raconter notre culture. Donc, moi, j'ai dit, toutes ces images-là, et c'est ce que pourquoi j'ai fait des vidéos, pourquoi j'ai critiqué, j'ai dit, eux, ils sont en train de dérouler leur narratif. Leur narratif, c'est de faire accepter, si pas à la population congolaise, mais en tout cas à l'œil extérieur, que ce sont des Congolais qui s'affrontent entre Congolais. Et à partir du moment où ce narratif sera imprimé chez les gens étrangers à notre pays, il deviendra beaucoup plus difficile pour nous les Congolais, ou même pour le gouvernement congolais, de dire que ces gens-là doivent sortir, parce qu'ils vont vous dire non, vous vous battez entre Congolais, regardez les images, ils étaient acceptés et tout ça. Et donc, moi c'est pour cela, ça me fait assez mal de voir que des Congolais me critiquent parce que moi je dis je ne fais pas ces vidéos-là pour faire la promotion du M23 ou de Nanga, mais c'est pour vous montrer ce qu'eux ils sont en train de faire. Parce que si on ne le montre pas, mais que les Blancs ils se montrent ça entre eux, sans une personne critique pour dire que voilà, ça c'est le jeu qu'ils sont en train de faire, et ben ça va être compliqué pour nous. Et en cela je comprends que toi aussi... Après, quoi que tu fasses, ils vont te critiquer parce qu'ils ont du mal à supporter la vérité, en fait. Ils ont été bercés par le mensonge. Non. Parce que les autorités ne disent pas la vérité. Quand ils coupent Internet, c'est parce qu'ils ne veulent pas que certaines personnes puissent avoir les informations contradictoires. Parce que l'information contradictoire, si on ne fait pas de recherches approfondies, ça crée la confusion au niveau de la population. Et c'est comme ça que je disais à un ami, moi je ne donne pas de réaction à chaud. Quand on me dit qu'il y a une ville qui est tombée, j'essaie de croiser les informations. J'appelle mes potes qui sont dans les relations internationales, qui sont dans les entités européennes ou ceux qui travaillent à l'ONU pour essayer d'avoir leurs avis à eux de façon à pouvoir avoir plus d'éléments avant de donner un avis. Ok. Et donc, c'est pour cela, moi, je trouve toujours qu'il est nécessaire d'avoir des conversations comme on a là pour opposer notre point de vue et pour voir si sur certains moments on se rejoint et sur certains moments on diverge. De toute manière, comme j'ai dit, il est nécessaire pour nous les Congolais de faire ce travail-là parce que c'est en faisant ce travail-là que, on voit les différentes positions, les différentes façons de penser, les différentes réalités et surtout, ça permet à chacun de pouvoir se faire sa propre idée en opposant les arguments des uns et des autres. Et donc,
je trouve que nous manquons de cela. Et c'est pour cela que Après, on n'a pas appris à faire des débats. Hein, donc, enfin, si c'est pas la faute du peuple. Hein, le peuple n'a pas appris à débattre. Et donc, le peuple vient souvent pour convaincre. Et donc, moi, c'est pour cela que je voulais, malgré toutes mes analyses, je voulais que mes opinions à moi soient opposées aux tiennes, ou en tout cas soient confrontées à toi, pour que l'on voit si sur certains points, on se rejoint ou pas. Et donc, je te remercie déjà d'être venu, de nous avoir accordé ce temps, de nous avoir apporté ces précisions, parce que moi, je commande ce que je vois. Je ne commande pas avec des infos que je ne dispose pas. Parce que la plupart des Congolais, leur argument, c'est de dire aux gens, ne commentez pas, vous ne savez rien. Alors que eux-mêmes, sur le commentaire, ils n'apportent aucune valeur ajoutée à part dire cela. Moi, j'ai dit, si vous voulez critiquer les gens qui commentent ce qu'ils voient, au minimum, apportez-nous en fait cette preuve du contraire que vous avez. Parce qu'il est bon, c'est bien de venir dire aux gens que vous critiquerez trop ou vous faites ça, vous faites ci, mais en face, qu'est-ce que vous offrez à la population? C'est quoi le contradictoire que vous offrez pour que les gens puissent mieux comprendre? Et la plupart du temps, il n'y en a pas. Et je te remercie à toi qui, contrairement à eux, ne vient pas dire il ne faut pas parler, mais apporte du concret pour nourrir le débat, même pour me nourrir moi aussi. Parce que ce que tu dis là, ça ne fait que renforcer mon sentiment que nous sommes face à une élite en fait, qui n'a jamais été préparée pour exercer les fonctions qu'ils exercent. Et ça, ce qui est déplorable, c'est que c'est presque à tous les niveaux de la chaîne de commandement. Je ne connais pas forcément les militaires congolais, je suppose qu'il doit y en avoir des compétents, mais quand vous êtes entouré par des tas de personnes qui ne semblent pas être capables de bien faire leur travail, il est extrêmement difficile, si vous n'êtes pas le chef, de pouvoir sortir de la confusion ou faire quelque chose de stratégiquement bon. Parce que j'ai commenté un politologue africain qui a dit que le Congo a du mal à faire sanctionner le Rwanda parce que le Congo dans la zone est très faible, n'a pas d'influence. Le Rwanda a une influence capitale parce qu'elle est l'une des pays les plus influents de la zone d'échange de l'Est de l'Afrique de l'Est. Et le Rwanda... Je pense que le Rwanda, en fait, est influent grâce à l'Union européenne et aux États-Unis parce qu'ils ont, depuis le génocide Tutsi, là, ils ont réussi à pouvoir revenir parce qu'il y a eu cette forme de repentance de la France au niveau de ce qui s'était passé. Et ils sont en train d'être le chouchou de la communauté dite internationale. Maintenant, est-ce que le Rwanda est un exemple? Je pense que non. Non, le Rwanda n'est pas un exemple, c'est pas dans ce sens-là. Mais le Rwanda donne des gages. Parce qu'apparemment, je ne sais pas si c'est totalement vérifié, le Rwanda est intervenu. À chaque fois qu'on a demandé des interventions au Rwanda, le Rwanda est intervenu et a eu des résultats. Ce qui nous manque à nous, c'est qu'avec notre grand territoire, si nous disposions d'une armée, nous pourrions être utiles aux autres. Ça pourrait nous donner de l'influence. Si on était à la base d'un traité de libre-échange, étant donné qu'on a 9 frontières et qu'on permettait à tous les frontières de pouvoir passer par le Congo. Peut-être que c'est déjà le cas, mais je sais que l'état de nos routes ne permet pas trop que cela soit totalement effectif. Là aussi, on perd de l'influence. Donc, ce que je veux dire, c'est que le travail qui n'a pas été fait pendant des années, des choses simples, assurer des voies de communication dans tout ton territoire, assurer d'avoir une armée qui peut aider ou qui peut protéger tes territoires, ce sont des choses simples qui permettent de renforcer son influence. Ça, nous, on ne l'a pas fait. Et donc, les gens... Même si nous possédons une grande population, nous possédons un grand territoire, concrètement, nos moyens de projection sont nuls parce qu'on voit bien que notre armée a du mal à se défaire de F-23. Et nos voies de communication, nous savons bien que nous-mêmes, les Congolais, pour circuler au sein du Congo, c'est difficile. Donc, certes, on a un grand pays avec un grand potentiel, mais... notre capacité d'influence est très très limitée et donc peut-être aussi les autres ont beaucoup moins à gagner parce que comme tu le dis, le Rwanda c'est le chouchou de la communauté internationale. Pourquoi? La dernière fois c'est Madame Elika, je crois, qui a montré les difficultés que les étrangers ont de faire du business au Congo à cause
des droits de douane, à cause de la corruption, à cause de la difficulté des voies de communication et la facilité avec laquelle ils peuvent faire tout ça pour acheter des mines au Rwanda, alors que le Rwanda ne dispose pas de mines. Mais le Rwanda a suffisamment investi dans la logistique, a facilité l'administration, a mis en place une administration en anglais pour que les étrangers puissent venir acheter des choses au Rwanda avec une taxation inférieure à nous. Toutes ces choses-là, on aurait pu les faire nous. Ça n'a jamais été fait. Donc, quelque part, nous payons tout ce que nous n'avons pas fait depuis des années et des années. Ou je me trompe ou c'est réel? Non, pas c'est réel, mais je pense que ce sera à la nouvelle classe politique de faire le travail. Ceux qui sont là, ils ont failli, donc il faudra les pousser à aller vers la sortie et passer le relais en fait. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une nouvelle classe politique qui veut s'installer au Congo, il y a aussi ce fait que les infiltrations rwandaises sont vieillissantes, donc ils essayent de pouvoir revenir à nouveau pour réinstaller des nouveaux acteurs. C'est le renouvellement de la classe politique qui pose aussi le problème parce que les Rwandais sentent qu'ils sont en train de perdre l'influence et que cette jeunesse, elle est assez consciente et elle connaît bien l'histoire pour les nouveaux acteurs politiques, donc ça pose problème de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a cette tentative de rébellion pour pouvoir réinfiltrer aussi. Tu vois. Voilà. Et donc, après, ça va nous travailler parce que pour l'instant, ceux qui sont là, c'est pas trop simple. Voilà, donc c'est pour cela moi je dis, en tant que Congolais, pour qu'on avance, il faut que toutes ces choses-là, toutes ces petites choses soient dites, soient critiquées, soient vues par nous-mêmes les Congolais, parce qu'il faut qu'on en prenne conscience. Ce sont des choses simples, ce sont des choses qui prennent du temps, mais qui doivent être faites. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas, avec le potentiel de tout ce que les Congolais envoient à Kinshasa, pourquoi nos prix de douane restent parmi les plus élevés alors que nous avons une activité douanière qui est l'une des plus importantes de l'Afrique. On pourrait baisser les frais de douane, on ferait toujours rentrer de l'argent. Mais les ministres de Finances, les présidents, tout le monde ne trouve pas normal que nous ayons des droits de douane déjà qui favorisent l'activité des Congolais et même l'activité des investissements étrangers. Et donc, si ça, ce n'est pas déjà en soi-même faire un appel à la corruption et donc de fragiliser son pays, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais je suis content d'avoir ces conversations avec toi pour que au moins les gens comprennent pourquoi moi je fais ce que je fais et toi tu fais ce que tu fais. Si ça peut aider le pays à avancer, tant mieux. Si ça peut aider des Congolais à comprendre ce que nous faisons, ce que nous disons et à s'éveiller, tant mieux aussi. Mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir ce type d'échange. Il faudrait que chaque Congolais apprenne son histoire et que le Congolais apprenne l'histoire racontée par des Congolais, pas par les autres. Parce qu'il y a une forme de falsification de l'histoire quand c'est raconté par les autres. Pour ça, il y a un monsieur qui s'appelle Didier Moumengi qui faisait beaucoup de vidéos, il parlait de l'histoire du Congo, il relate le fait de... Il raconte un peu la création de l'Empire rwandais, là. Il part un peu à la jeunesse, mais après, ces vidéos ne sont pas trop regardées par des Congolais. C'est ce qui est dommage. C'est comme avec Mbeko, en fait. Et bon, après, comme je dis, en fait, il faudra faire un choix entre lire ou mourir. Apprendre ou mourir. Quand on finit la conversation, envoie-moi les références de ces docteurs. Moi, par exemple, quand je t'ai demandé que je voulais parler à Patrick Mbeko, j'ai suivi son reportage sur la chaîne algérienne. Je l'ai commenté et je la publierai tout à l'heure. Parce qu'il il dit des choses que peut-être les Congolais ignorent. Mais c'est important de... Parce que je ne sais pas pourquoi Patrick Mbeko n'est pas vraiment suivi sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est parce qu'il publie de manière sporadique ou si lui-même il ne veut pas avoir cette activité-là. Mais je trouve qu'il est important pour lui de faire peut-être... C'est bien d'écrire des livres, mais on est dans un moment où le livre n'est pas trop non plus une chose qui est suivie. Et donc peut-être qu'il faudrait que quelqu'un l'anime d'une envie de segmenter des séquences de tout ce qu'il connaît et de les mettre en vidéo et de le mettre sur YouTube. Je pense qu'il rendrait un grand service à la population s'il faisait ça. Il le fait souvent avec Fabien de TV Chang ou sinon il le fait avec Modekila. Souvent ils font des émissions qui sont diffusées sur YouTube.
Donc, moi, tout ce que je trouve de Patrick Mbeko, j'essaye de commenter. Donc là, j'ai vu par rapport à ce qui s'est passé au pays, j'ai vu son interview sur la chaîne algérienne. Et donc, j'ai commenté. J'étais content de le voir. J'ai vu qu'il en a fait encore un aussi avec Philippe Simon, que j'ai pas eu le temps de voir, mais que je vais regarder. Et ainsi de suite. Et j'incite tous les Congolais qui voudraient comprendre leur histoire, ou peut-être qui voudraient avoir les clés en main pour comprendre qu'il y a un problème au niveau du gouvernement et il y a aussi un problème au niveau de nous les Congolais, de suivre des acteurs comme Patrick Mbeko et d'autres. Parce que sans cela, au lieu de passer leur temps à essayer de justifier et de conforter les gens qui sont au pouvoir et qui manifestement ne font pas bien leur travail, eh bien on s'en sortira pas. Et les premiers à payer les pots cassés, ça sera les Quinois ou les Congolais qui sont au pays. C'est vrai. Il faut que chaque Congolais fasse ce qu'il peut faire à son niveau. Après, chacun devra essayer d'avoir l'accès à l'information et faire des recherches, tu vois. C'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer. Voilà, donc, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Si tu as quelque chose de plus à nous dire par rapport à cette actualité qui se passe chez nous, si tu as des indications par rapport à ce que tu voudrais que les Congolais fassent, voient ou commentent, c'est le moment. Comme ça restera sur la chaîne et je mettrai dans la publication. Mais je pense que... Après, il faut qu'ils essaient de croiser les informations, de ne pas juste se baser sur l'information donnée par le gouvernement. Aujourd'hui, ils ont accès à l'Internet, il faut que chacun, quand il a une information qui s'émane du gouvernement, de la partie adverse, essayer de croiser, voir si c'est réel ou pas. Et après, on a tous des gens qu'on connaît qui sont dans les zones de guerre. Essayer aussi de les appeler pour avoir des ressentis. Oui, en fait, justement, avant qu'on finisse, je voulais avoir ton ressenti parce que j'ai suivi l'interview ou alors l'interview du journaliste ou je ne sais pas du fondateur de Top Congo avec le président du CSA congolais, Christian, j'ai oublié comment il s'appelle, Christian qui déjà voilà, Christian Bossembe. Et Christian Bossembe dictait ce que les journalistes devaient dire. Il a dit qu'il interdit à quelconque journaliste de dire que Goma est tombé, sans fournir la preuve que Goma n'était pas tombé. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que toi tu penses de ce type d'impératif posé par le président de la CSA? Après, il n'est pas dans ses attributions, c'est pas à lui de le faire. C'est là où je dis, en fait, il faudrait que le Congolais connaisse la Constitution et ses droits et devoirs. Le droit à l'information est un droit obligatoire. On ne peut pas imposer à un journaliste ou à un média de dire ou de ne pas dire. Maintenant, Christian Luswate nous l'a poussé un peu dans ses retranchements, lui disant, en fait, comment on le contextualise. À chaque émission, vous allez être présent, il y aura un membre du C5, il y aura le ministre de la communication. Et je lui dis, il faudra le ministre de la communication, un expert militaire. Et je lui dis, il faudra nous référencer tous les experts militaires. Et à la fin, il dit, sinon un militaire. Donc en gros, c'est de l'approximatif. Mais après, comme je dis, on a déjà vécu ça avec Lambert Mendy. Lambert même découpe Internet. Et eux, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas le faire, mais ils se retrouvent à reprendre les méthodes de l'ancien régime. Il n'est pas dans ses attributions. Lui, il doit contrôler que les médias diffusent des contenus qui ne sont pas dérangeants pour les mœurs et tout ce qui est contrôle, mais imposer la ligne directrice, il ne peut pas le faire. C'est là où je dis, en fait, c'est un excès de zèle. Hein. Mais après, comme je dis, ils seront tous jugés par l'histoire. Mais je ne sais pas, en tout cas, moi, cette mesure-là, je l'ai contestée parce que un ministre d'État avait dit que Goma est encerclé, qu'on ne pourra pas ravitailler. Donc, en gros, Goma est tombé. Donc, il disait ça à demi-mot. Donc, lui, il est venu juste dire, en gros, vous n'avez pas le droit d'annoncer ça parce que c'est nous qui décidons quelle information on diffuse. Bon. Donc, il n'était pas dans son droit. Mais après, le Congolais n'a pas assez de compétences à pouvoir relever. Voilà. Donc, parce que les droits de bande sont pas maîtrisés. Moi, je voulais avoir ton opinion parce que moi, c'est exactement ce que j'ai pensé, mais comme mes lives sont assez longs et que jusqu'à maintenant j'ai pas eu le temps de revenir sur cette séquence, je pense qu'en montant cette vidéo, je mettrai cette séquence de l'échange entre Christian et le journaliste de Top Congo pour montrer à quel point
on bascule facilement dans l'aberration quand les gens ne sont pas capables de faire leur travail. Comment est-ce que toi, tu es président du CSA, tu vas dicter quelle est la bonne information à donner à la population ou non? Le problème, c'est que l'information, si ce n'est pas toi qui allais la chercher, c'est que c'est les journalistes qui ont pris le risque d'aller le chercher et qui ont fait jouer leurs sources. Et de toute manière, si l'information est fausse, ça sera forcément qu'un autre média l'aurait contredit. Et pendant que lui, il interdit aux journalistes internes de proclamer cela sur les canaux internationaux, parce qu'il mettait la pression sur le fait qu'il avait dit à France 24 de ne plus faire ça, sinon France 24 serait coupée au Congo. Mais même si France 24 est coupée au Congo, dans le reste du monde, France 24 continuera à diffuser ces informations. Et donc, quelle est la pertinence de faire ça? Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est lui, il n'a aucun pouvoir judiciaire. De quel droit il vient réglementer l'information, comme tu l'as dit, qui est un droit constitutionnel? C'est la liberté d'expression. De quel droit quelqu'un qui n'est même pas magistrat vient délimiter le pouvoir de la presse? Ça m'a semblé tellement ubuesque, sachant que lui-même est très fier de dire qu'il est juriste de base. Donc, je n'ai pas compris, j'étais abasourdi. Il n'a jamais plaidé, donc... C'est pas une question de plaider. On peut avoir la formation d'avocat, mais on peut être aussi juriste. Lui, il dit que c'est un juriste accompli. Je ne sais pas s'il a fait du droit constitutionnel ou pas, mais en tout cas, sa façon d'interpréter le droit constitutionnel m'a glacé le sang. En fait, tout le monde est intellectuel et tout le monde est juriste au Congo, donc ça veut tout dire et rien dire. Donc, en gros, c'est pas dans ses attributions, il n'a pas à le faire. Bah, toi et moi... Le Congolais n'est pas assez exigeant envers ceux qui les administrent. Toi et moi, nous sommes exactement sur la même longueur d'onde. Et c'est exactement le problème que je crois que beaucoup de Congolais ignorent. Les Congolais, je ne sais pas moi, ils sont écarquillés quand ils attendent que quelqu'un est un juriste, mais ils ne prennent pas le temps de proprement vérifier si quelqu'un semble en cohérence envers ce qu'il dit. Nous deux, on a fait un peu de droit. Moi, j'ai fait que du droit. Et je peux vous dire qu'au Congo, quand tu leur parles de droit fondamental, on aurait dit que tu leur parles de quelque chose qu'ils ignorent. Quand j'ai défendu l'autre là, l'opposant là, qui a fini arrêté et qui, au bout de 15 jours, n'avait toujours pas vu sa famille, on ne lui avait pas donné son chef d'accusation et il était arrêté arbitrairement, je leur ai dit, le problème, c'est pas qu'il soit arrêté. Le problème, c'est qu'on l'ait arrêté en tant qu'opposant et qu'on ne lui ait pas signifié ses droits, on ne lui ait pas signifié pourquoi on l'a appelé, et qu'on ne lui permette pas ni d'avoir accès à son avocat, ni d'avoir accès à sa famille. Ils sont venus me dire que c'est justifié parce qu'ils s'opposaient à Félix Tshisekedi et que soi-disant, il tenait un discours de balkanisation ou de tribalisme. J'ai dit, mais le problème, c'est pas son discours. Si son discours est illégal et puni par la loi, ok, mais dans ce cas-là, quand tu l'arrêtes, tu lui signifies pourquoi tu l'as arrêté et tu lui permets d'avoir accès à la défense et tu le condamnes s'il est fautif. Mais c'est pas tu l'arrêtes arbitrairement et tu le gardes arbitrairement dans un pays où tu te réclames être un état de droit, parce qu'en ce moment-là, les partisans de Félix Tshisekedi, tout ce qu'ils avaient à la bouche, c'était qu'eux, ils allaient rétablir l'état de droit. Mais j'ai dit, mais quel état de droit vous allez rétablir si vous ne savez même pas respecter la chose la plus simple qui est l'égalité des gens devant la justice et le droit à la défense. Si vous ne savez même pas respecter ça, comment est-ce que vous pensez que vous savez c'est qu'un état de droit? Et c'est exactement ce qui se passe avec Christian. Christian qui vient dire aux gens, alors que la liberté de la presse est un droit qui est défendu tous les jours, nous voyons ça dans les médias internationaux, il vient dire aux médias congolais, vous n'avez plus le droit d'exercer votre libre expression ou la liberté de la presse dans ce pays si vous n'êtes pas en concordance avec ce que dit le gouvernement. Et personne ne mouche. J'ai pas compris. Et à part toi et moi qui avons cette conversation, j'ai pas vu les Congolais. Peut-être que j'ai pas bien regardé dans la page. Je regarderai aujourd'hui quand j'irai voir, ou même quand on finit là, je vais aller voir cette séquence. Je n'ai pas vu des Congolais s'indigner que le président du CSA fasse ça. Et ça, ce sont des choses qui me font mal quand je constate
des abus comme ça dans mon pays, qu'on bafoue le droit de la défense, qu'on bafoue la liberté de la presse, qu'on bafoue la libre expression. C'est ça, des choses que je ne comprends pas. Et ce qui me désole encore plus, c'est que les gens, on aurait dit à Kinshasa, ils acceptent ça. C'est ça, les gens ils pensent déjà comment ils vont manger, comment ils se lèvent. Ils n'ont pas le temps de réfléchir à toutes ces questions qu'on est en train de se poser là. C'est comme ça que je dis, en fait, les gens ils vivent au taux du jour. Nous, on réfléchit parce qu'on a mangé, on a la connexion Internet. Eux, ils sont en train de penser qu'est-ce que mes enfants vont manger aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas les mêmes réalités de réfléchir de penser à tout ce que nous, on est en train de penser aujourd'hui. Comme ça, je vous dis, quand on leur coupe Internet, c'est compliqué parce que certains vivent avec leur business sur TikTok, donc ils ne peuvent pas travailler, ça devient difficile. Et voilà. Pas les mêmes réalités. Et franchement, je te remercie d'avoir donné cette réponse parce que ça, c'est une chose que beaucoup d'entre nous oublient. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et c'est pour cela que je dis que tous les falis, tous les machins. Tu sais qu'avant, je ne partageais pas ta position sur les combattants parce qu'à un moment, on aurait dit que tu soutenais les combattants. Je ne sais plus si c'est toujours ta position ou pas. Moi, je n'ai jamais soutenu les combattants. Ok, moi, je n'ai jamais soutenu les combattants jusqu'à là. Mais je dois dire que ma position, même si je ne soutiens pas 100% de leurs actions, a profondément changé par rapport à eux quand j'ai fait un tour à Kinshasa. Quand j'ai fait un tour à Kinshasa, j'ai vu ce qu'est devenu Kinshasa. Ce n'était pas plus tard que novembre de cette année. Quand j'ai vu ce qu'était devenu Kinshasa, parce que moi j'ai quitté Kinshasa en 97, j'avais les larmes aux yeux. Et j'ai compris que les Kinois, certes, ils sont pas... on aurait dit qu'ils ne sont pas conscients de comment leur pays est en train de se délabrer. Parce qu'il y a encore des gens, des partisans de Tshisekedi qui viennent te dire que moi, mais Tshisekedi, il a beaucoup fait. Tu n'as pas vu ce qu'il a fait à Kinshasa? Moi, j'ai dit, mais vous êtes malade. Kinshasa en 97 était beaucoup mieux géré, était beaucoup mieux partout que sous Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Et ça confirme exactement ce que tu dis. Les gens, ils sont dans une telle misère. Ils doivent tellement se concentrer sur comment ils vont faire aujourd'hui et demain que c'est la préoccupation de ce que fait le ministre ou pas. On aurait dit ça leur est étranger maintenant. Et on aurait dit que ça finit par profiter aux gouvernants, puisque les gouvernants ont fait n'importe quoi. Toi et moi, nous pouvons clairement constater que Kinshasa s'est dégradé. Je ne sais pas si tu as la même opinion que moi, mais moi, ce que je constate, c'est exactement ce que tu dis. Les gens, ils sont occupés à autre chose. Ils ont oublié la politique. Et donc, la politique est devenue, je ne sais pas moi, une affaire de ceux qui ont le temps de pouvoir s'en occuper. Et pas ceux des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose pour le pays. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est la réalité du terrain. Après. Donc, il faudra tenir compte de tout ça parce que le peuple, il doit d'abord se battre pour la survie, réfléchir, c'est pas donné. Donc, moi, je suis là pendant la campagne. Et quand tu demandes aux gens de réfléchir, il faut tenir compte du fait qu'ils n'ont peut-être pas mangé. Donc, quand ils viennent, il faut les transports et tout ça, c'est les réalités du terrain. C'est à peu près ça, mais bon. De toute façon, il faut que chacun travaille de son côté pour obtenir des résultats sur le long terme. Ok, bon, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, c'est très gentil, c'était le matin. J'espère que nous pourrons faire un troisième point la semaine prochaine, si ça ne te dérange pas. Comme ça, nous verrons quelle est l'évolution de cette semaine, qu'est-ce qui a été fait, si ça va dans le sens positif ou pas. Ok. Merci beaucoup, Magoza. Je te laisse. Merci. Plus tard. Alors, j'ai eu l'avis de Magoza. Il faut qu'on aille voir cet échange entre le président du CSA congolais, Top Congo, et Christian Bossembe, pour que vous vous rendez compte de l'aberration dans laquelle on est en train de plonger la population quinoise. Bon, il n'y a que des longues séquences. Moi, je voudrais juste caler la séquence où ils échangent autour du droit de dire où Christian Bossembe, attendez, je vais vous le mettre, interdit
de parler de Goma.